qui négociera en 2014 à la hauteur de la table autour de vous. Bonjour à tous. Dans la torpeur de l'été, les experts ne détellent pas. Ils laissent l'actualité de côté au profit des sujets de société tout au long de ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons parler santé avec Jean Nève, président du Conseil supérieur de la santé. Et à ses côtés, il y aura 3 experts. Mais tout d'abord, Jean Nève, bienvenue dans cette émission. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la santé, c'est indiscutable? Tout le monde a le même avis? C'est le monde des bisounours? Non, pas du tout. Donc la santé se discute toujours. Donc il faut bien savoir que la médecine, c'est une science, mais c'est aussi un art. Et donc qui dit art dit place laissée un petit peu à tout un chacun pour diriger ses interventions. Ça veut dire quoi? De la créativité aussi? Créativité, penser ce qu'on veut, le mettre en... Donc l'important c'est de guérir. Alors on peut guérir par la science, rigoureuse, avec des expérimentations, des preuves, etc. Mais on peut aussi guérir par d'autres moyens, en croyant à d'autres choses. Et donc il y a toujours ces deux façons d'agir qui doivent coexister, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles s'entendent. Donc elles peuvent s'opposer à certains moments. Mais cette coexistence existe et a toujours existé et existera sans doute toujours. Et vous êtes garant de cette coexistence ou bien vous défendez l'une contre l'autre? Comme scientifiques, on est garant des aspects scientifiques, mais on peut essayer d'expliquer pourquoi d'autres approches, qu'on dit parallèles ou non conventionnelles, peuvent éventuellement fonctionner, notamment en fonction de ce qu'on appelle l'effet placebo ou l'effet de contexte, etc. Eh bien, on va en parler. Et pour ça, on va peut-être commencer par Priscilla Haddadé, notre experte comédienne et podcasteuse. On va parler d'homéopathie. Priscilla Haddadé, peut-être avec vous. Est-ce que vous utilisez l'homéopathie, vous? Oui. Oui. J'utilise l'homéopathie. Et ça marche. Ouais. Oui. Et ça marche. Oui, en fait, moi, je suis une enfant malade. Et donc, depuis longtemps, j'ai plusieurs pathologies. Oui. Et souvent, l'homéopathie est venue aider comme la médecine traditionnelle ne le fait pas. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi aussi qui sont très gravement malades et où les médecins sont... on ne sait pas ce que vous faites, mais continuez à le faire parce que ça fonctionne. Ouais. Alors, Mounia Féchir, vous êtes pharmacienne à Schaerbeek. Bonjour. Vous vendez des produits classiques. On a parlé de médecine traditionnelle ou parfois on parle d'allopathie. Et vous vendez aussi des produits homéopathiques. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez vos patients? Est-ce que la médecine homéopathique fonctionne comme la médecine traditionnelle? Alors, selon les patients qui utilisent l'homéopathie, oui. Après, voilà, donc moi, pour ma part, de façon personnelle, je vais plutôt utiliser l'homéopathie pour mes enfants, pour les calmer, comme un effet placebo. Pour les patients, je pense qu'il est important, effectivement, d'être à leur écoute, de les accompagner et de dire les choses honnêtement et clairement quand il s'agit d'homéopathie versus médicaments classiques, quoi. Alors, Samuel Buisseret, vous êtes youtubeur, votre chaîne sur YouTube s'appelle Mr Sam point d'interrogation. Vous êtes ce qu'on appelle un sceptique, un zététique, et alors l'homéopathie, pour vous, c'est pas une science? Pour moi, l'homéopathie, c'est pas une science, mais ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut pas dire que les gens imaginent ce qu'ils ressentent, ça veut certainement pas dire qu'ils guérissent pas vraiment. Il y a des choses absolument stupéfiantes qui existent, qu'on observe avec l'effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? L'effet placebo, pour faire très très court, c'est le cerveau qui va déclencher sa pharmacie interne en fonction de stimuli extérieurs, mais, et c'est là que c'est très important, ça ne passe pas par la conscience. Ça passe par une forme d'inconscient. C'est-à-dire que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, n'entre pas en jeu. On observe même que l'effet placebo fonctionne tout aussi bien chez des personnes qui savent qu'elles prennent un placebo. Et on observe que l'effet placebo fonctionne encore mieux si la personne comprend les mécanismes de l'effet placebo. Mais le placebo, c'est quand même quelque chose où il n'y a aucun effet actif dedans. Oui, mais moi, tous les matins, je prends un placebo. C'est-à-dire? Tous les matins, je me lève, je me fais un café, et dans les 3 minutes après avoir bu mon café me fait de l'effet. Or, la molécule de la caféine... Bon médicament. C'est un bon médicament. Mais la caféine n'agit qu'au bout de 15 minutes, et son pic est atteint au bout de 4 heures. Donc c'est totalement
placebo comme effet. Ah, donc quand on dit on prend un café pour se donner un petit coup de boost tout de suite, c'est faux. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la caféine qui va agir, c'est le stimuli, c'est l'idée qu'on s'en fait, le cerveau l'entend et il enclenche toute sa pharmacie intérieure. Jean-Ève, vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? C'est une bonne définition. Le café, on le voit, on le hume, hein, il apaise, il prépare à la journée, ça ouvre l'esprit, hein, open-minded, voilà. L'effet placebo, ça vient du latin « je plairai », donc c'est tout ce qui plaît, qui se traduit par un effet sur le corps, bienfaiteur. Oui. Donc très, très simplement, moi je suis un spécialiste des traces dans les sciences, c'est-à-dire que j'examine l'effet de traces sur l'organisme, dont les oligo-éléments, et ça agit à de très faibles doses, qu'on appelle des nanogrammes ou des microgrammes. Maintenant, dans les remèdes homéopathiques, quand on fait un dosage, il n'y a rien dans les remèdes homéopathiques. Il y a de l'eau, il y a du lactose, mais il n'y a aucun principe actif. Donc, c'est rien qui agit. Hein. Donc, pour le scientifique que je suis... Alors, pourquoi on paye ça ? Pourquoi on paye ? C'est peut-être parce que ça donne un effet psychique, ça rend heureux. C'est parce que ça marche. C'est parce que ça marche, oui, bien sûr. Oui, finalement, quand vous entendez ça, Priscilla, vous vous dites que demain, vous n'utiliserez plus les produits homéopathiques parce qu'il n'y a que de l'eau dedans ? Non, en tout cas, personnellement, je sais que ça marche. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Je ne suis pas scientifique, je ne pourrais pas le dire. Mais je trouve que c'est très intéressant, en tout cas par rapport à la médecine. Je trouve que ça amène une réflexion très intéressante d'avoir quelque chose comme l'homéopathie à côté de la médecine traditionnelle. Et que c'est comme de la compétition. Enfin, en tout cas, ça permet à tout le monde de rester aware, en éveil, attentif, pour continuer à chercher, se questionner. Moi, je me demandais du coup, quand tu parlais de la péremption, je me suis dit, en fait, est-ce qu'un produit homéopathique périmé ne fonctionne plus ? Est-ce qu'on met une date de péremption comme on va mettre sur des produits alimentaires parce qu'il faut, mais qu'en fait, est-ce qu'après, le jour avant ou le jour après, ça ne marche plus ? Vous êtes contre les dates de péremption ? Mais je pense qu'on l'est un peu tous. Enfin, ça dépend. Moi, parfois, il y a des choses qui périment avant la date de péremption et parfois, ça ne périme pas. Donc, mais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques qui prouvent que l'homéopathie fonctionne ? Puisqu'on dit tous, oui, ok, ça marche. Aucune. Absolument toutes les études qui ont été conduites arrivent à la même conclusion, c'est l'absence d'efficacité de l'homéopathie. Enfin, on ne peut pas prouver, pour des raisons épistémologiques, on ne peut pas prouver l'absence d'un truc, c'est pas possible. Mais on arrive toujours au même résultat. L'effet placebo est exactement comparable à l'effet de l'homéopathie. Plus l'étude est rigoureuse, plus c'est le résultat qui sort. Mais je voudrais quand même juste très rapidement ne pas trop... donner de lettres de noblesse à l'homéopathie parce qu'elle elle représente quand même un danger, elle représente quand même un risque. On dit toujours qu'elle n'a pas d'effet secondaire, c'est totalement faux. L'homéopathie crée des retards de prise en charge, ça on le sait. Elle favorise aussi le réflexe automédicatif. Les gens ont une caisse remplie de tubes de gélules chez eux et ils en prennent pour un oui, pour un non. Donc ils ne vont pas chez le médecin. Ils ne vont pas chez le médecin, etc. Elle crée aussi une vision anti-scientifique de ce qu'est la médecine. Les gens pensent que si je prends un remède et que je vais mieux, c'est que le remède marche. Voilà, j'ai un raisonnement scientifique. C'est pas ça le raisonnement scientifique. Donc c'est vraiment très dangereux l'homéopathie pour ces points précis. Moi, les médecins avec qui je parle voient des problèmes de ça. Mounia Féchir, dans la pharmacie, donc ces produits sont vendus. Est-ce qu'ils sont remboursés ? Alors oui, donc. Il y a une part des produits qui sont remboursés via les mutuelles, avec un plafonnement annuel. Et donc, mais il faut des conditions à ce remboursement, notamment la prescription d'un médecin. Donc voilà, quelqu'un vient me demander de l'homéopathie, je lui vends ce qu'il demande. Il n'y a pas de remboursement à ce moment-là. Mais si c'est couvert par un médecin, ça peut être remboursé jusqu'à un certain plafond. Jusqu'à un certain plafond, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui doit changer ? Parce qu'il y a un débat en France là-dessus, sur le déremboursement des produits homéopathiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Ève ? Quand je pense qu'on a des problèmes, la sécurité sociale a des problèmes pour rembourser les médicaments qui fonctionnent, je pense qu'il est indélicat de rembourser des médicaments qui n'ont jamais prouvé leur efficacité. Ceci dit, si ça fait du bien, c'est un peu le problème de toutes les approches naturelles de la santé. Faut-il rembourser la phytothérapie, l'acupuncture, etc.
Donc s'il y a des choix à faire, c'est la médecine des plantes, on va dire ça comme ça. Je crois qu'il faut que les gens soient libres s'ils veulent aller consulter tel ou tel praticien parce qu'ils en retirent des bénéfices. Ils le consultent, mais à leurs frais. Je ne crois pas que la société doit supporter le poids de pratiques non démontrées, non prouvées. Mais que ce soit l'homéopathie ou les médicaments habituels, il y a des sociétés pharmaceutiques derrière. Donc c'est aussi une activité commerciale quand même. Alors là, c'est toujours le gros problème qu'on a par rapport à nos dirigeants, parce qu'eux, évidemment, envisagent les aspects économiques. Quand on pense qu'en Belgique se trouvent les plus grandes industries de phytothérapie, qui font des remèdes phytothérapeutiques. En France, il y a beaucoup d'industries qui font de l'homéopathie. Ça représente des emplois, ça représente des personnes qui travaillent. Et donc là, il faut toujours faire la part des choses entre les aspects économiques et les aspects efficacité. Et là, les politiciens ont beaucoup de mal à se décider. Alors, autre sujet de discorde en matière de santé, ce sont les vaccins. Alors, c'était le 23 avril dernier. On parlait beaucoup de rougeole à l'époque. Et c'était dans l'émission de Sabine Ringelheim. Écoutez les craintes d'un spécialiste des épidémies, Pierre Smesters, le chef de pédiatrie à l'UDERF. Il y a probablement 30, 40, 50% des gens qui se posent des questions, qui ont un doute par rapport à un vaccin, pas la vaccination en général, mais tel vaccin pour telle ou telle raison qu'ils ont lu à un endroit ou à un autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale. Et je pense que c'est là où on doit mettre l'essentiel de notre énergie comme professionnel de la santé, comme médecin généraliste, comme pédiatre, de répondre à ces questionnements. Parce que finalement, se poser des questions, on peut dire que c'est normal. C'est sain. Je pense, c'est normal et il est bon que les parents s'informent, se posent des questions. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et dans l'immense majorité des cas, on peut répondre très simplement par rapport à la question. Soit l'élément n'est pas factuellement validé et on peut le dire, soit il y a effectivement, comme dans toute intervention médicale, la vaccination n'est pas parfaite, mais elle est excellente et elle est bien meilleure que de laisser que si on ne faisait rien, effectivement. Alors, Jean-Ève, est-ce que c'est un vrai problème, ça, l'hésitation vaccinale ? Alors, au Conseil supérieur de la santé que je préside, on est responsable des recommandations pour les vaccins. Donc, faut-il vacciner, à quel âge, etc., quel vaccin donner. Et nous sommes régulièrement opposés, effectivement, aux anti-vaccins, qui disent, mais non, il ne faut pas vacciner, il vaut mieux stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Bon, c'est un gros débat, parce que si on ne vaccine pas, d'une part, on prend des risques soi, mais on fait aussi en sorte que les autres prennent des risques, parce qu'un bébé dans une crèche qui n'a pas été vacciné, il va transmettre la maladie à d'autres. Donc il y a une responsabilité sociale, individuelle, mais aussi sociale par rapport aux autres. Et effectivement, comme le disait la personne interviewée, les effets secondaires, il y en a, ça, on ne peut pas nier, c'est un médicament comme un autre, il peut y avoir des effets secondaires, mais qui sont extrêmement rares, et par rapport aux bénéfices qu'on en retire, il n'y a évidemment pas photo, le bénéfice est énorme, puisqu'on on fait un calcul coût-bénéfice, en fait, et on se rend compte qu'il vaut mieux vacciner tout le monde. Oui, bien sûr, il vaut mieux vacciner, on a vu ce qui se passait avec la rougeole en France notamment, et chez nous aussi, il y a des nouvelles épidémies de rougeole, parce qu'on ne vaccine plus contre la rougeole, et c'est grave. Samuel Buisseret. Oui, il y a deux choses vraiment super importantes sur les vaccins. C'est le concept de couverture vaccinale déjà, qui fait que dès qu'on est hésitant sur la vaccination, en fait, on est déjà en train de prendre parti contre les vaccins. Parce que, comme il le dit bien, ne pas faire vacciner, c'est déjà agir contre la vaccination, c'est réduire la couverture vaccinale, et donc les enfants qui sont allergiques au vaccin, eux, sont plus exposés à la rougeole. Ensuite, la grosse erreur, c'est de considérer que ça peut être équivalent de faire la maladie naturellement et prendre le vaccin. C'est totalement faux. La rougeole, on peut en mourir. Le vaccin de la rougeole, les effets secondaires les pires qu'on a pu observer restent bénins, ils restent sans danger. Personne ne meurt de la rougeole et personne n'attrape l'autisme avec les vaccins. Personne ne meurt du vaccin de la rougeole, pardon. Donc, oui. Oui, moi je suis psychanalyste, donc je n'y crois pas trop non plus. Mounia Ferriche, est-ce que dans votre pharmacie, des gens viennent dire « Moi, je ne veux pas de ce vaccin, trouvez-moi autre chose ». Alors, ce n'est pas aussi catégorique, mais effectivement, il y a les gens se questionnent et il est important, effectivement, de répondre à leurs craintes en mettant le service au service de la science et de voir, effectivement, toujours la balance bénéfice-risque. Et selon l'OMS, effectivement, il y a une recrudescence de la rougeole. Donc, oui, et pour soi et pour les autres, il faut se faire vacciner. Et les effets secondaires restent très faibles. Et il faut
et bénin, et répondre aussi aux craintes des patients qui disent il y a des adjuvants, on parle de l'aluminium qui est contenu dans les vaccins, etc. Ça ressort souvent. C'est ce qui ressort le plus souvent, et donc les gens ont peur quand ils entendent le mot aluminium. Mais effectivement, il faut aussi expliquer honnêtement aux gens que sans cet adjuvant, le vaccin n'est pas actif et qu'on se retrouve quand même avec des effets secondaires très rares et très bénins. Donc balance bénéfice-risque, c'est de ça dont il s'agit. Alors vous, Priscilla Haddadé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, de pays à pays, ça change. Et c'est là où moi je suis un peu sceptique. Et c'est pareil par rapport aux médicaments aussi. Et en fait, à la médecine, c'est que moi, j'ai vécu dans plusieurs pays et c'est vraiment, on ne va pas traiter les mêmes maladies de la même façon. Et donc, c'est là que moi, j'ai un peu une question et c'est là où je me demande, mais très bien, on parle de science, on parle par exemple, pour les vaccins, on n'a pas du tout les mêmes. Moi, j'ai vécu 10 ans en Angleterre, c'est pas du tout les mêmes vaccins qui sont obligatoires, recommandés qu'ici en Belgique. Alors, entre ici et l'Angleterre, je veux bien. Là, j'ai un peu du mal à comprendre en fait qu'est-ce que entre ici et le Togo. Bon, peut-être que effectivement, il y a des choses qui sont plus différentes, mais en Europe, je comprends pas pourquoi il y a tant de différences. Et c'est pareil par rapport à certains traitements pour des maladies que moi je connais. On va donner un tel traitement en France et un traitement complètement différent en Belgique. Oui. Pourquoi c'est différent, Jean-Yves ? Oui, donc d'une part, les recommandations sont les mêmes. C'est l'OMS qui gère ça, l'Organisation mondiale de la santé qui gère les recommandations. Et puis chaque pays traduit ses recommandations pour le pays. Et après, c'est le pouvoir politique qui décide. Il faut quand même savoir que là en dessous, il y a aussi de l'argent parce qu'il faut rembourser tel et tel vaccin. Alors en Belgique, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a la région wallonne, il y a la région bruxelloise et la région flamande. Par exemple, les petits flamands sont beaucoup mieux couverts que les petits wallons. C'est assez amusant, mais c'est comme ça parce que le politique décide d'après l'écoute, si vous voulez. Et alors, on a vu ça en France. Il y avait un seul vaccin qui était obligatoire. Maintenant, ils ont rendu toute la série obligatoire parce qu'on ne peut plus tolérer qu'il y ait ces maladies qui causent de graves problèmes et qui coûtent beaucoup à la sécurité sociale. C'est de là que vient le sceptisme justement peut-être des gens par rapport à ça. C'est de se dire, mais en fait on sait très bien, il y a les recommandations, mais ensuite ça devient une question politique, commerciale, etc. Et donc, est-ce qu'on peut faire 100% confiance ? On peut faire confiance à la science. La science, elle dit la même chose partout sur toute la planète. Mais la science est traduite par les politiciens. Elle est traduite par les politiciens et par l'argent aussi. Donc, par exemple, qu'est-ce qui manque en Belgique quels sont les vaccins qu'on devrait rendre obligatoires et qu'aujourd'hui, on ne rend pas obligatoire pour une question financière ? Oui, il y en a plus. Donc, on conseille une bonne couverture vaccinale. Chaque année, on en introduit. Mais après, il y a des décisions qui sont prises par les politiques qui vont en général dans le sens des recommandations. Le dernier en date, c'est le fameux papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus qui a été transposé chez les garçons. Vous voyez, donc ça veut dire que tout ça évolue parce que c'est aussi un problème. Mais il faut du temps. Il y a des oppositions. Et puis, il y a des problèmes éthiques aussi qui apparaissent pour les garçons. Ça n'a pas été facile de dire est-ce que les homosexuels, il faut les vacciner. Vous voyez, alors il y a que tous ces scientifiquement, c'était clairement alors que scientifiquement, c'est recommandé. clair, mais il y a parfois des problèmes éthiques, il y a des groupes qui s'opposent parce que ils n'ont pas besoin de, etc. Et les décideurs doivent se faire élire, donc ils doivent plaire. Oui, aussi un petit peu à l'opinion politique. Mais je crois que scientifique. Oui, donc c'était intéressant de pointer cette problématique-là. Alors il y a un autre sujet, Jean-Yves, vous êtes un spécialiste de cette discorde au sein du monde de la santé, c'est les génériques. Et vous étiez, quand vous étiez déjà doyen de la faculté de pharmacie à l'ULB, remonter contre les gens qui faisaient des génériques en disant mais quand vous dites que le générique c'est la même chose que le médicament initial, c'est faux. C'est ça que vous disiez. Et ils vous ont attaqué en justice. Oui, c'est une vieille histoire heureusement. Et les choses ont évolué. Mais donc, il faut bien savoir que le générique, c'est une affaire économique. Donc, il faut que les médicaments coûtent moins cher. Alors, on peut demander aux firmes pharmaceutiques, s'il vous plaît, diminuez le prix de vos médicaments. Ils ont chaque fois de bons arguments pour ne pas le faire. Et à l'époque, en l'an 2000, le ministre des Affaires sociales, Frank Van den Broek, a dit, maintenant, je vais casser la gueule, excusez-moi, aux firmes pharmaceutiques, on va introduire le générique, mais sans aucune concertation. Les pharmaciens n'étaient pas mis au courant, les médecins n'étaient pas mis au courant. En 2 mois, un générique, tout ça est tombé. C'est un médicament basé sur la même molécule, une fois que c'est tombé. Donc c'est une copie, un générique, c'est une copie de qualité, parce que ça reste un médicament, c'est une copie de qualité, mais on a beaucoup appris en 20 ans, comment l'utiliser, on peut pas changer à tort et à travers. Le problème, n'est-ce pas, c'est aussi la fiabilité
l'idée de la compliance que le patient a par rapport à son médicament. Si aujourd'hui on vous dit vous prenez la petite pilule jaune et demain vous prendrez la petite pilule verte et après-demain la petite pilule bleue, ça c'est des gros problèmes alors que c'est le même principe actif. Vous voyez, donc il y a cet aspect fiabilité. Donc ça veut dire qu'il fallait du temps pour mettre tout ça en place. Il fallait du temps pour mettre tout ça en place, mais donc à l'heure actuelle on est arrivé à de fortes améliorations, mais j'arrive toujours avec le même discours, il y a trop de génériques. Les pharmaciens savent que pour un même médicament, il y a parfois 10 génériques. Donc c'est difficile à gérer parce qu'un médicament, ça se surveille après commercialisation. Et d'autre part, nos génériques coûtent encore trop cher. Donc tant qu'on y est... Même les génériques coûtent trop cher. Par rapport à la Hollande, par rapport à l'Allemagne, nos génériques coûtent trop cher. Et donc voilà, Monia, si on veut jouer... Monia Ferrich, le point de vue de la pharmacienne. Oui, alors les génériques, je pense, ont permis quand même s'ils coûtent plus cher que chez nos voisins, quand même une diminution du prix et ont obligé les firmes de départ à baisser leur prix pour pouvoir continuer à être vendus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, je pense ici, un choix thérapeutique qui reste dans les mains du médecin. Et au niveau de la compliance du patient, effectivement, c'est très important. Et je pense que c'est là où le rôle du médecin avec celui du pharmacien est important. Un traitement qui fonctionne, qu'il soit générique ou pas, un traitement chronique doit rester le même. Et donc voilà, mais pour ça, on a la possibilité de le faire, même s'il existe plusieurs génériques. On a plusieurs commandes par jour. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut un temps de mise en place. Mais il ne faut pas non plus totalement avoir une défiance totale envers les génériques. Il y a eu des soucis, comme il peut y en avoir dans les médicaments classiques également. Donc effectivement, à partir du moment où c'est des firmes pharmaceutiques, où il y a du lobbying, etc., bon, mais ça peut être aussi bien pour les génériques que pour les firmes non génériques. Priscilla Haddadé, les génériques, ça vous botte? Moi, oui, ça me botte totalement. En Angleterre, ça marche très bien et c'est très, c'est pas cher, c'est vraiment très intéressant, tout simplement parce que ça permet à des personnes dans le besoin qui pourraient peut-être pas, enfin, on pense que c'est minime, mais c'est et puis ça fait des économies à l'État aussi dans ce cas. Ah oui, complètement. Et par contre, moi j'avais une question par rapport aux génériques. Je pensais que les génériques, c'était juste qu'on pouvait, au bout de 20 ans, il n'y avait plus le monopole de la firme originelle, qui du coup permettait qu'on puisse les faire. C'est le brevet qui passe dans le domaine public. Voilà, c'est ça. Mais ça, je trouve que ça, c'est de toute façon, par principe, c'est correct. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une boîte devrait avoir l'exclusivité. Mais donc ça, c'est accepté. Tous ces prix, si vous voulez, c'est le privilège de la ministre de la Santé qui discute les prix. Et donc, il ne faut pas oublier que les nouveaux médicaments coûtent extrêmement cher. Les médicaments biologiques, ça coûte extrêmement cher. Il faut trouver l'argent quelque part. Et pourquoi pas en diminuant le prix de médicaments qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, c'est très bien. Réinvestir ça dans les nouveaux médicaments. Mais ce qui me sidère toujours, c'est qu'on se plaint toujours en disant on n'y arrive pas avec le budget médicaments, la sécurité sociale est en faillite, etc. Donc, on n'a peut-être pas trouvé de vraies solutions de fond, si vous voulez, pour qu'on puisse se payer les médicaments de demain. On termine vite avec les coups de cœur, des conseils. Priscilla Haddadé, on commence par vous. Un site GoToGynéco, ça s'appelle. Voilà, GoToGynéco. Alors c'est le premier site belge consacré à la santé sexuelle des lesbiennes. Parce qu'en fait, il y a 95% des femmes qui ont des rapports sexuels entre elles, qui ne se protègent pas. Et pourtant, les MST, enfin les IST, on a infections sexuellement transmissibles, sont aussi transmissibles. Donc voilà, c'est le premier site belge où on peut trouver des informations et des formations. Et vous, Monia Ferrich, vous vouliez nous parler d'un livre? D'un livre, oui, de Caroline Lamarche, une auteure belge. Nous sommes à la lisière. Donc c'est un recueil de nouvelles très poétique et qui met en regard le monde des humains et le monde des animaux. Et donc voilà, c'est très... Entre deux médicaments et deux patients désagréables ou agréables. Non. Et vous, Sam, que conseillez-vous? Une vidéo, vous êtes spécialiste de la vidéo avec votre canal YouTube. Moi, c'est une mini-série que je recommande. C'est la mini-série Tchernobyl en 5 épisodes, qui est une magnifique démonstration du fait que la réalité et la vérité ne sont pas des choses qui sont faites pour nous plaire et que on a beau essayer de masquer, de se dépatouiller, trouver des excuses, la vérité, nos mensonges finissent toujours par nous coûter beaucoup plus cher que si on les avait affrontés. Alors un dernier mot, quelques secondes pour Jean-Ève. Vous voulez faire les chemins de Compostelle, refaire les chemins de Compostelle? Oui, je trouve que c'est une occupation extrêmement valorisante à tout point de vue. Donc plutôt que d'aller prendre des médicaments qui ne fonctionnent pas, un bon trajet sur
sur le chemin de Saint-Jacques. Il y en a partout des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Sans se mettre à pied, sans se mettre à genoux dans les églises, bien sûr, c'est pas obligatoire. Mais une bonne marche, avec rencontrer des gens, parler, passer 8 heures par jour à marcher, c'est super. On en tire un bénéfice. Merci à tous. Merci à tous. Pas scientifiquement prouvé, mais c'est prouvé par la marche en tout cas. Merci à tous. On se retrouve samedi prochain.